Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau webinaire, une première, alors pas un premier webinaire parce que ça fait quand même maintenant quelques années qu'on vous propose, mais une première parce que nouvelle plateforme, c'est vrai qu'on avait l'habitude d'être sur Livestorm, nous voici maintenant venus sur Teams et on va tester ça aujourd'hui, mais je sais que ça va super bien marcher. Juste le truc c'est rassurez-vous, sur Livestorm on ne vous voyait pas et vous pouviez suivre en toute quiétude le webinaire en pyjama, ce sera encore le cas, parce qu'on ne nous voit pas, hein, même si il y avait malencontreusement une caméra allumée, c'est le même principe. Un premier webinaire qui va nous permettre donc de partir à la découverte d'une notion assez importante tout de même, qui est donc l'éducation aux médias. Éducation aux médias et la formation manuelle, technique, technologique avec ce volet numérique. On sait que pour beaucoup, il y a du stress hein, par rapport à ça. Je connais pas trop de choses, je ne sais pas comment l'aborder. Eh bien, pendant cette heure et demie, nous allons essayer donc de lever le voile sur pas mal de choses, vous proposer pas mal d'outils aussi en lien avec cette thématique. Un petit sondage. On va parler éducation aux médias avec notre invité, parce que je ne l'ai pas encore présenté, mais il y a une invitée fil rouge ce soir, qui est Claire Berlage, qui va d'ailleurs apparaître dans quelques instants. Mais là, tiens, est-ce que vous pratiquez l'éducation aux médias avec vos élèves? Alors, jamais, rarement, parfois, souvent ou ah bon? Il faut le faire. Donc allez-y, n'hésitez pas à répondre à la question donc là maintenant pour voir ce qu'il en est. Et donc voilà, si c'est jamais, n'hésitez pas. Hein. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un aperçu de ce qu'il en est. Pendant que vous répondez, Claire Berlage donc vient de faire son apparition là à l'écran. Claire Berlage. Alors moi je la connaissais en tant que responsable de l'action média jeune. On en parlera dans quelques instants. Mais si je l'ai invité et si nous l'avons invité en tant que CTP à ce webinaire, c'est pour un autre rôle, une autre mission qu'elle vient de prendre il y a quelques mois maintenant. C'est la présidence du CESEM, du Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Alors, ça, c'est la présentation générale. Claire, si toi, tu dois te présenter en quelques mots, tu diras quoi? Bonsoir d'abord. Bonsoir à tout le monde. Alors donc oui, ici depuis quelques mois, depuis mai 2025, j'ai pu être élue en tant que présidente du CESEM. Et bon, pour me présenter, je suis une jeune namuroise, maman de 3 enfants, donc je suis aussi coordinatrice d'Action Média Jeune, donc une AFBL d'éducation média. Vous voyez ma petite photo ici, je suis peut-être un peu mieux sur la photo que ce soir. Ben Euh, non, ben non. et donc voilà, merci en tout cas à tout le monde et comment à vous de m'avoir invité. Euh, que dire de plus par rapport à ma présentation? Ouais, Euh, c'est déjà je pas suis mal, sympa. hein. Oui, ah oui, et ça, je peux vous le confirmer parce que pour la fréquenter régulièrement, elle est très sympa, Claire. D'ailleurs, elle n'a pas hésité dès qu'on lui a demandé de venir. Dieu sait pourtant qu'elle a des fonctions assez importantes et elle est venue. Alors, Claire, tiens, on revient sur le sondage. Donc, avec cette question, hein, pratiquez-vous l'éducation aux médias avec vos élèves? Souvent, parfois, rarement, jamais. Ah bon, il faut le faire. Alors, la dernière solution n'a remporté aucun vote. Donc, c'est déjà bon signe quelque part. Mais donc c'est plutôt parfois qui est revenu. On a jamais 11%, mais tu les vois, hein, de toute façon, je pense les résultats, rarement 32%. Souvent 9% seulement. Alors, toi, première avis par rapport justement aux résultats de ce sondage, ce serait quoi? Là, je regarde, bah, déjà, ah bon, il faut le faire, comme tu dis, 0%. Donc, ça veut dire que l'éducation média, tout doucement, rentre dans les habitudes et ne fait plus trop peur, ou en tout cas est un petit peu moins stressant. Il y a quand même principalement ici parfois, donc je l'entends aussi que parfois il peut y avoir
des limites ou des craintes ou quelques réticences pour pouvoir arriver à faire de l'éducation média dans sa classe ou à l'école. Donc voilà, ces chiffres ne m'étonnent pas et j'essaierai le mieux possible de pouvoir amener des informations qui amèneront à avoir un pourcentage plus tard qui soit un peu plus gros pour la suite. Allez, on rentre dans le vif du sujet. D'abord, on a dit Conseil supérieur d'éducation aux médias. C'est un gros mot pour beaucoup, hein, CESEM. Alors, qu'est-ce que le CESEM, justement? Alors, le Conseil supérieur de l'éducation média, en fait, c'est une autorité publique, hein, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est en charge du pilotage, de la coordination et de l'évaluation de l'éducation média. Et donc, voilà, on voyait une petite photo précédente qui montrait un peu toute une plénière. C'était la première plénière ici en mai, où on retrouve beaucoup de personnes autour de la table, beaucoup de secteurs, beaucoup de représentants et de mandatés, et donc des membres du Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Il y en a en fait en tout 90. Alors il y a des effectifs, des suppléants, mais en tout, il y a 90 personnes qui ont été nommées pour représenter leur secteur respectif. Qui touchent de près ou de loin à l'éducation média. Donc on peut autant avoir des secteurs, le secteur de l'enseignement bien sûr, mais des parents, à l'association des parents, des médias locaux, des médias nationaux, de l'enfance, de la jeunesse, de l'éducation permanente. Enfin, donc il y a vraiment beaucoup de secteurs qui sont concernés par l'éducation média parce que l'éducation média est transversale. Alors, le CESEM, ici, a 5 missions principales. Tout d'abord, c'est donner des avis sur toutes les questions qui sont relatives à l'éducation média en fédération Wallonie-Bruxelles, de pouvoir coordonner, stimuler des projets et des actions de recherche en éducation média, via par exemple les appels à projets, et on en parlera plus tard, de favoriser la coopération entre tous les acteurs, de reconnaître et aussi de subventionner tous les opérateurs, les centres de ressources en éducation média, on va en parler dans une seconde, et enfin de pouvoir évaluer aussi les actions de ces opérateurs qui sont subventionnés de manière générale, ici, des subventionnements qui fonctionnent sur 5 ans. Donc, au niveau de l'éducation média, il y a un décret qui existait depuis 2008 et qui a été actualisé ici en 2024. Où là, ben voilà, le Conseil supérieur de l'éducation média a toutes des règles, si je vulgarise un peu, à suivre. Et évidemment, dans ces règles, vous retrouvez les 3 centres de ressources qui représentent tout le réseau et tous les réseaux de l'enseignement. En fait, il y a aussi d'autres centres de ressources qui ont apparu ici, qui sont arrivés ici dans le nouveau décret, des centres de ressources qui représentent plutôt les secteurs associatifs qui sont aussi importants. Mais ici, on va se focaliser sur les 3 centres de ressources que vous voyez ici, Cap Média, Média Animation et le CAF. Et donc, ces 3 centres de ressources, ils sont chargés de pouvoir vous accompagner. Donc, de pouvoir concevoir, promouvoir et de pouvoir encadrer des initiatives et des actions en éducation média. Donc, ici, Média Animation couvre, ici au milieu, couvre l'enseignement libre subventionné, donc avec le CEGEP en convention. Le CAF couvre l'enseignement officiel attaché à Wallonie-Bruxelles Enseignement, donc WBE. Et Cap Média couvre l'enseignement officiel subventionné, principalement lié aux villes et aux communes. Et donc, c'est des conventions avec le FELSI. Et donc, tous ces centres de ressources sont des partenaires qui sont reconnus dans ce fameux décret et qui sont subventionnés tous les 5 ans. Avec après un avis, évidemment, après l'avis et l'accord du CEDEM, de pouvoir de nouveau les reconnaître. Et il y a ici un maximum de 3 centres de ressources qui couvrent l'enseignement. Après, les 3 centres de ressources sont là vraiment pour accompagner de manière générale vraiment toutes les écoles. Il y a vraiment une complémentarité et une coopération qui se fait bien entre les centres de ressources.
D'ailleurs, si je peux me couper, Claire, parce que je suis en fait responsable, enfin représentant pour Média Animation, qui est donc le centre de ressources, et donc on a comme ça des spécificités. On représente avec notre réseau libre justement le CESEM. Tu parlais de la cette plénière, et donc si vous avez vraiment des questions liées, c'est important de le faire, mais des questions liées à l'éducation média pour notre réseau, bah, vous n'hésitez pas à nous rejoindre et à me contacter personnellement. Alors je ne vais pas me mettre en avant, mais c'est le cas ici puisque je suis vraiment celui qui représente le CEGEC avec ce centre de ressources média animation pour le réseau libre dans cette instance. Voilà, c'était juste une précision, mais comme ça c'est important de le préciser pour ceux qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Ouais, on va poursuivre hein, parce que on parle d'éducation aux médias, mais c'est une grosse question, c'est une vaste question. Qu'est-ce que l'éducation aux médias en tant que telle? On viendra sur la formation numérique derrière avec ses spécificités aussi. On viendra avec des exemples concrets. Mais donc d'abord, qu'est-ce que l'éducation aux médias? Alors, je vais essayer d'arriver avec une définition qu'ici que ces élèves réactualisé, reproduit et qui est bien défini aussi dans ce décret. C'est l'éducation média, c'est l'ensemble de pratiques qui visent au développement des connaissances, des compétences et des usages médiatiques de tout un public. Donc ici, dans le public, on peut autant parler des jeunes que des élèves, que des adultes, que des plus âgés, mais donc tout âge. Et c'est important vraiment de le préciser. L'éducation média vraiment doit se faire tout au long de la vie. Euh, le but de tout ça, c'est de pouvoir rendre actif, autonome, critique, réflexif, mais aussi créatif, parce que les médias, c'est aussi source de création. Et donc de pouvoir rendre tout ce public actif, autonome, créatif, critique face aux médias et donc d'avoir un autre regard sur leurs usages. Et donc, par rapport à cette définition-là, il y a évidemment 4 objectifs qui sont complémentaires, qui parfois ont différents quand vous menez un projet d'éducation média, vous pouvez avoir un objectif qui est un petit peu plus mis sur le côté, mais qui peut par la suite se compléter avec les autres. Donc, rapidement, un objectif d'analyse critique, je le disais, de compréhension du contexte, ça c'est très important, comprendre le contexte économique, social et culturel dans lequel les médias sont produits, partagés et utilisés, comment de pouvoir aussi, et ça c'est l'une des fonctions des médias, hein, de pouvoir s'exprimer, se sociabiliser, et donc de pouvoir favoriser cette expression et cette communication par les médias, et de pouvoir du coup aussi comme objectif permettre une réflexion sur ses propres comportements, avoir voilà une certaine critique sur ses usages et un autre regard, comme je le disais, comment alors je dis on, mais aussi votre public de manière générale. Alors, 3 dimensions médiatiques. Vous allez me dire, alors là, elle rentre dans de la théorie, mais je vais essayer le mieux possible de pouvoir être concrète. Donc, l'éducation média a 3 dimensions. Première dimension, c'est la dimension informationnelle. Du coup, c'est vraiment une question très importante, c'est de savoir quelle information ce média me donne. Ça peut être une information autant dans le contenu, hein, le message qui est véhiculé, mais aussi dans la forme, dans les signes qui composent. Et donc, c'est aussi quelque chose de comment c'est un message ou c'est un message véhiculé qui peut être là. Alors du coup, excusez-moi, je reviens sur mon exemple du coup. Alors dimension informationnelle, prenons un petit exemple dans les classes avec des activités pour les plus petits. Alors, par exemple, on va être sur l'analyse ou la compréhension de l'histoire d'un dessin animé. Donc, imaginez, ou d'un livre, vous avez un média, un livre, un dessin animé, un discours d'un personnage, par exemple. Eh ben, l'objectif ici, c'est de pouvoir aller
questionner vos élèves sur, par exemple, le schéma narratif ou sur comment le message de l'auteur. Euh, et donc, par exemple, si on prend le schéma narratif, ben, les élèves de 5 ans vont pouvoir retracer, par exemple, l'histoire de ce livre ou de ce dessin animé. Pour les plus grands, donc imaginons l'âge de rentrée sur les réseaux sociaux. Là, alors, on va partir sur un média où on va analyser l'information, le contenu d'un post, par exemple, ou sur une plateforme, comment le contenu d'un salon. Et on va aller analyser le message qu'il y a derrière tout ça, quel discours, quelle idée. Ça, c'est la dimension informationnelle. J'espère que je suis assez claire par rapport à ça. La dimension technique, c'est la deuxième dimension de l'éducation média. Là, on va se poser la question, mais sur quel support? Comment utiliser ce média? Comment appréhender techniquement ce dispositif? Là, ici, pour les exemples, si je reprends les exemples pour les plus petits, ben, l'objectif ici, avec les plus jeunes, c'est de pouvoir, par exemple, prendre en main un Zoom, donc un enregistreur de son, pour enregistrer sa voix. Ça peut être aussi comment de prendre une tablette et de pouvoir faire un face cam pour pouvoir raconter son histoire, sa propre histoire. Et alors, grâce à ça, il y aura vraiment une compréhension technique du fonctionnement, des plans, de l'aspect technique de ce média. Pour les plus grands, un autre exemple, et donc c'est tout à fait possible d'aller aussi dans cette dimension-là, c'est d'utiliser, encore une fois, si je prends l'exemple des réseaux sociaux ou des plateformes, d'utiliser et de chatter en ligne, par exemple sur Discord, qui est une grande plateforme utilisée fortement par les gamers, par exemple. Et là, l'idée, c'est de pouvoir appréhender la configuration, les paramétrages, tous les aspects techniques. Ça, c'est la dimension technique. Et puis, troisième et dernière dimension, c'est la dimension sociale. Alors, ça, c'est la question à se poser, c'est quel impact, quel effet, quelle intention ce média a. Et donc, par exemple, pour les plus petits, ce sera de percevoir les émotions dans ce dessin animé ou dans ce livre, si je reprends le même exemple. Mais aussi, et ça c'est important, percevoir ses propres émotions par rapport à ce qui est consommé, ce qui est vu. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes et qui permettent un certain éveil à l'éducation média. Il faut y aller en douceur et arriver à partager et à questionner sur, par exemple, ici, les émotions. Autre exemple pour les plus grands, du coup, c'est de percevoir les effets et l'impact d'un post sur les réseaux sociaux, de pouvoir analyser le contexte autour de ça et de pouvoir comprendre aussi qu'est-ce que ça peut amener comme en termes de relations en ligne, par exemple, comme impact ou comme effet chez les autres. Oui, il y Voilà. a pas mal de choses. On viendra avec pas mal d'exemples concrets sur comment travailler ces dimensions, puisque de toute façon, elles sont prévues en éducation média et vous allez le voir après, elles sont prévues aussi dans la formation numérique. Donc vraiment, toute cette approche des trois dimensions, c'est pas juste le numérique pour le numérique. On a tendance à travailler beaucoup la version technique dans nos classes avec l'appropriation des outils, mais enfin, tu l'as dit, même l'appropriation technique, elle n'est pas que dans l'idée de je m'approprie un outil technique pour l'utiliser, c'est aussi une réflexion sur quel outil technique utiliser en fonction de ce que je veux faire. Et donc il y a vraiment une approche, une réflexion liée aux médias, sur l'information haute, mais tu l'as bien décrit. Hein, donc je propose c'est que bon, on aille tout simplement sur le thème suivant là maintenant. Alors je suis en train de me battre avec mes écrans. Ben voilà, merci à Benoît qui à mon avis a affiché la fenêtre là maintenant. Quelle différence, puisque je viens de parler d'éducation média et de formation numérique, il y a l'éducation média, il y a à partir de la P3 la formation numérique. Et donc, quelle différence y a-t-il concrètement entre les deux là maintenant, sachant que l'un est obligatoire, l'autre pas. Alors si je peux me permettre juste, et puis c'est que donc cette éducation, reste avec moi, hein, comme ça tu précises les choses, mais que l'éducation média,
elle n'est pas obligatoire, tu confirmeras avec moi, entre guillemets, parce que je mets beaucoup de guillemets avec ça, hein. Elle n'est pas obligatoire dans le sens où il n'y a pas d'attendu, on ne va pas l'évaluer dans un processus habituel de classe, et alors l'éducation média, elle concerne tous les médias, alors que la formation numérique ne va concerner que les médias numériques au sens large du terme, et quand on parle de médias numériques, ça va être à la fois le site internet, ça va être à la fois l'utilisation d'une clé USB, tout outil numérique quel qu'il soit. On est à la fois dans l'éducation média sur un élément transversal qui va être à travailler à travers toutes les disciplines, ça on y viendra tout à l'heure, mais la formation numérique, elle, est vraiment disciplinaire à partir de la troisième primaire, on le voit dans le texte en dessous, et donc ça, qui dit disciplinaire veut dire aussi forcément des attendus bien précis qui vont être évaluables à un moment donné, à partir de la troisième primaire. Ce n'est pas le cas de l'éducation média, où on est du côté transversal, sur l'ensemble du tronc commun. Ça commence en maternelle, ces visées transversales, ces éléments transversaux, ça continue jusque la troisième secondaire pour le tronc commun tel qu'il est défini aujourd'hui. On dit aujourd'hui parce qu'avec les changements avec Madame, on va continuer, mais voilà. En tout cas, tronc commun, troisième secondaire, on a cette éducation média définie, et de toute façon, elle va se poursuivre même bien plus loin, hein. L'éducation média, c'est toute la vie en fait qu'on la pratique, mais en tout cas, au niveau de l'école, on a cette idée que quoi qu'il arrive, tant en éducation média qu'en formation numérique, le média, qu'il soit donc numérique ou non, est un objet d'apprentissage. On pose vraiment un regard critique, on définit tout ce, enfin, on fait tout ce que tu as défini hein, dans l'éducation média, mais c'est vrai aussi pour la formation numérique. Donc, on va vraiment porter un regard critique lié aux trois dimensions sur ces médias. Et donc, on n'est pas dans le cadre de l'exercisation, par exemple, les éducations avec ou par le numérique, quand on est en train de faire des exercices sur le passé composé via une application bien spécifique. Ça, on n'est pas en train d'apprendre le numérique, on l'utilise au service de. Ça, c'est pas du tout l'objet de l'éducation aux médias ou de la formation numérique. Et puis, le point qui va donc rassembler les deux aussi, d'ailleurs, vous voyez, ils sont sur les deux, ça vise à développer la littératie médiatique et numérique. Alors, c'est un gros mot, ça, on est d'accord si on le dit comme ça. Littératie, ça veut dire que, retenons que quel que soit le média, qu'il soit numérique ou non, il a été écrit par quelqu'un. Il a été écrit avec une intention particulière. Et donc, apprendre à pouvoir décoder cette littératie, à décoder tant par les trois dimensions que tu as décrites, hein, la dimension informationnelle que technique ou sociale. Forcément, on a choisi. La photo qu'on voit paraître sur Facebook, elle n'a pas été choisie innocemment. C'est pas on a pris une photo et puis on la publie. Non, non, elle a été publiée parce qu'on a décidé de montrer quelque chose de bien précis. D'ailleurs, on peut voir que en fonction de si c'est la police ou si c'est les manifestants, la photo, elle sera pas la même d'un même événement parce qu'elle a été écrite. Et donc, apprendre à prendre conscience que voilà, ça, il y a une écriture derrière, et c'est à travers ces trois dimensions. Et ça, c'est la même chose que ce soit à travers la littératie, donc pour ce qui est de l'éducation média, ou de la formation numérique. Mais donc vraiment, ce qui distingue les deux, c'est que l'éducation média, elle est générale, elle est transversale. La formation numérique, elle recouvre les éléments numériques et surtout, elle est liée à des attendus qu'il va falloir évaluer. Je ne sais pas si tu veux préciser un truc en plus, Claire. Non, t'es assez bien complet. Ouf. Ça me rassure, non. Très très Pour bien. le... ouais. Et alors peut-être préciser aussi justement que dans le volet numérique, parce que et ça c'est important, on a cette idée que là c'est vraiment le volet numérique de FMTT-N, hein, puisqu'il y a deux volets, c'est que on rencontre vraiment, donc j'en ai mis, vous aurez l'occasion d'aller revoir, mais de toute façon c'est écrit, hein, là on est dans le référentiel. Et en page 24, il y a un descriptif sur ce qu'est le volet numérique. On précise qu'il y a des compétences en éducation média. C'est pour ça que je dis que c'est lié les uns et les autres. Donc proposé par le Conseil supérieur d'éducation média justement. Et ça a été un des documents de référence pour appuyer les attendus du volet numérique.
on parle dans je viens de décrire, la littératie médiatique et numérique, on vient d'en parler. On pourrait faire même un webinaire là-dessus, cette littératie. On parle d'un processus de création, d'interaction, de partage tel qu'on pourrait le faire dans l'éducation média qu'on le fera. Il y a tout un tas de notions importantes, les 3 dimensions sont précisées, donc c'est là où c'est lié. Alors, ce n'est pas que de l'éducation, on y viendra plus tard aussi avec formation manuelle technique, technologique, surtout numérique. Ce n'est pas que de l'éducation aux médias numériques, il y a d'autres facettes qui vont rentrer en ligne de compte, mais on est clairement sur cette approche. Alors, cela dit, Claire, là je vais te redonner la parole. On parle donc du CESEM, on vient encore de parler maintenant dans cette intro. Il y a des outils qui sont proposés par le CESEM et qui vont être super importantes, tant pour l'éducation forcément, l'éducation aux médias, que pour la formation numérique. C'est énorme, en fait, les outils que vous proposez. Oui, en fait, le CEDEM vraiment propose un très large panel d'outils, de brochures à l'usage des professionnels de l'éducation. Donc ça veut dire enseignants évidemment, formateurs, parents, travailleurs qui bossent aussi avec les jeunes. Et donc du coup, toutes ces brochures, tous ces outils, et ça c'est important, sont téléchargeables et ou alors potentiellement aussi peuvent être commandés sur le site du CESEM. Donc à chaque fois, vous avez un QR code pour pouvoir aller découvrir l'outil directement sur le site. Attention, lorsque vous êtes sur le site, je précise bien, vous devez préciser votre statut et donc vous mettez éducateur ou enseignant. C'est une porte d'entrée pour nous au CESEM avoir une certaine statistique de qui va voir le site du CESEM. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller cliquer pour aller découvrir ces outils. Et c'est donc ces outils, ils sont totalement gratuits. Et donc vous avez par exemple l'outil le référentiel disciplinaire, donc sur l'éducation média et les troncs communs. C'est un outil qui existe depuis 2021. Là, on voit le contenu de cet outil-là qui produit en fait toutes des brochures d'activités d'éducation média qui illustrent tous les attendus en termes d'éducation aux médias et c'est vraiment des activités concrètes qui vous permettent d'analyser toutes des productions médiatiques et de faire l'éducation média en classe à vivre avec vos élèves. Voilà, et on a ça vraiment pour tous les niveaux, on va dire les cycles. On va parler de cycles ici, hein, même si le maternel a sa brochure spécifique. Il y a la brochure pour P1, P2 avec vraiment ses fiches. Et puis, on voit ici, il y a des focus médias aussi qui précisent, non pas là, c'est pas une fiche pédagogique, mais c'est plutôt des fiches, on va dire technico-pratiques pour l'enseignant sur la façon de rédiger ça. Il y a des fiches, alors là on est sur les thématiques pour P3, P4 avec justement si on parle sur les focus, comment faire un podcast. Mais alors, là, on est de l'éducation média. Donc, par exemple, on parle de la bande dessinée puisque c'est pas un média numérique, mais c'est un média avec ses propres codes qu'il est important aussi de pouvoir décrypter. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont proposées. Et si on est, là, c'est nouveau, ça vient de sortir en fait. La brochure P5, P6, celle de secondaire va commencer à être écrite, mais on voit qu'on a justement, et c'est vraiment lié, ça c'est important, à des attendus du référentiel. Donc c'est chaque fois en lien avec des attendus ici disciplinaires pour ce qui est de la primaire, avec les stéréotypes, on le voit. On a la notion, alors tout en bas, si vous le voyez, tiens, je vais le mettre en avant, mais créer une chanson avec l'aide de l'IA, parce que justement l'idée est de pouvoir avoir des fiches qui sont très actuelles par rapport justement à la société. L'IA prend une place de plus en plus importante et donc il y a déjà une fiche qui est là pour donc créer une chanson avec l'aide de l'IA, mais dans l'idée c'est pas juste créer une chanson avec l'aide de l'IA, c'est aussi justement réfléchir la place que l'IA prend dans tout ce processus. Et si on est en cas par exemple, c'est est-ce que l'IA à un moment donné va pouvoir remplacer les artistes dans toute cette réflexion? Sachez d'ailleurs qu'il y a une fiche pour la salle des profs qui est en train de se produire. Mais donc on est vraiment sur un ensemble de fiches clés en main
pour pouvoir réfléchir. Et donc, voilà, on le voit, enfin, à droite, ici, je vois ici dans les thématiques, c'est super bien fait, hein. Les intelligences artificielles avec un décryptage de ce que c'est, mais pas que. Il y a la bande dessinée dont je parlais. Et donc, voilà, tout un tas de médias, on est en éducation média, à aborder à travers les différentes années. Franchement, si vous n'avez pas d'idée, allez voir déjà ces fiches-là. Mais il n'y a pas que ça, hein, Claire. Il y a d'autres outils que le CESEM propose. Oui, il y a aussi la collection Repères. La collection Repères, c'est une grande collection qui a été lancée en 2018, donc ça fait maintenant un petit temps, qui à la base, historiquement, avait été faite pour euh, outiller les parents. Donc on avait imaginé, ben voilà, on va faire des outils assez courts, d'une vingtaine de pages, pour essayer de prendre une thématique et de la déconstruire et de la proposer aussi aux parents. Et puis ça s'est élargi. Autant les thématiques sont très très actuelles aussi, et ça s'est élargi vraiment dans un objectif de pouvoir informer tous les professionnels de l'éducation, encore une fois, aux enjeux des médias. Et donc là, vous voyez quand même un bon paquet de thématiques qui concernent les médias, leur évolution, toutes les questions qui peuvent être soulevées par rapport à ça. Et donc, les derniers ici, c'était encore une fois les IA, parce que c'est quelque chose qui est fortement demandé et qui est dans les besoins vraiment des adultes qui veulent travailler ça avec les jeunes. On a parlé aussi d'algorithmes, on a parlé aussi de l'impact environnemental de nos usages numériques. Et donc, en fait, ces carnets permettront en fait de comprendre la thématique, mais aussi il y aura aussi des pistes pédagogiques qui seront proposées en fin de carnet. Et puis vous avez aussi une sorte de vulgarisation en vidéo avec des capsules vidéo qui ont été produites ici dernièrement, qui sont des vidéos de sensibilisation ici sur base des thématiques de la collection Repères. Voilà. Je ne cache pas qu'on a déjà pris beaucoup de retard sur le programme prévu, mais c'est pas bien grave. Peut-être juste vous dire que tous ces outils seront sur la salle des profs. Je vous montrerai là après où ça se trouve réellement. Mais avant ça, il y a deux nouveaux outils et je trouve ça intéressant que tu les présentes, surtout que celui qui est là sur la slide à gauche, là, Actimedia, en fait, il a été lancé officiellement aujourd'hui, donc quelque part, c'est un petit scoop pour ce webinaire. Actimedia, qu'est-ce que c'est en fait, en quelques mots? Alors, Aximedia, donc en effet, grande sortie aujourd'hui. Ça s'adresse aussi, c'est un outil pédagogique qui s'adresse aussi au public scolaire, et c'est en complément de la collection Tronc commun, qui propose aussi des activités en fonction des attendus d'éducation aux médias qui sont présents dans l'ensemble des référentiels. Et donc ici, on est sur, vous allez me dire, c'est la même chose. Non, en fait, ici, on est sur un format qui est plus flexible, plus adaptable, avec des dossiers qui sont imprimables, des activités en ligne, des vidéos. Et le format qui est assez modulable permet vraiment de pouvoir que les enseignants et les enseignantes puissent adapter en fonction du temps disponible, en fonction des besoins de leur classe. Ici, ben voilà, la thématique première qui est sortie, c'est sur les données personnelles dans le numérique, mais il y aura évidemment plein d'autres thématiques qui seront proposées après cette première publication. Donc il y a vraiment quelque chose de pas forcément plus léger, mais avec des supports différents qui faciliteront la vie du public scolaire, quoi. Voilà, et juste pour dire que en fait cette thématique elle est travaillée en sixième primaire par exemple, hein. Donc voilà, ce sont des compléments qui vont permettre de pouvoir faire du sens justement sur différentes notions que vous allez devoir enseigner. Un mot juste, désolé hein, Claire, mais on a vraiment pris beaucoup de retard Je suis assez sur bavarde, désolée. la semaine de l'éducation média. La semaine de l'éducation média, juste, voilà, c'est la troisième édition. C'est pendant une semaine proposé plus de 2 ans d'activité d'éducation média dans tous les établissements scolaires, mais pas que, aussi dans tout le secteur de la jeunesse, donc le secteur non scolaire. La semaine de l'éducation média en 2025, c'est du 15 au 23. Il y a donc aussi le QR code pour aller découvrir toutes les activités. Ça a eu énormément de succès, donc il y a eu pas mal d'activités qui ont déjà été réservées, mais il reste encore quelques places. Donc je fais un peu de promotion par rapport à ça. Il y a encore la possibilité d'aller visiter des médias ou de participer à des conférences. Donc
Donc c'est vraiment une très belle initiative à découvrir dans les prochaines années pour les personnes qui ne savent pas encore cette année, mais dans les prochaines années ça va bien grossir et ça a un bon succès. Oui, et il y a par exemple la visite de la HTBF avec tout un tas de trucs, c'est assez chouette. Donc je disais, en fait, tous les outils du système, sauf Actimedia parce que c'est nouveau et qu'on n'a pas encore eu le temps de le faire, mais ils se trouvent sur la salle des profs. Donc vous n'hésitez pas, tout est référencé là, sur la page donc éducation aux médias. Que ce soit les outils d'ailleurs du CESEM ou bien de média animation, on parlait du centre de ressources tantôt média animation, il y a pas mal d'outils qui sont mis en place pour cette éducation média tant pour le maternel que pour le primaire. Donc, franchement, allez-y, surfez sur le site, allez voir les différents liens et vous aurez donc l'accès, on parlait des repères, bah, à pouvoir télécharger l'ensemble, enfin, à avoir accès et télécharger l'ensemble des documents qui sont proposés en fonction des thématiques qui sont proposées. L'appel à projet du système. Alors Claire, en quelques mots, parce que ça va nous intéresser. On n'a pas de sous dans les écoles. On veut mettre en place un projet. On n'a pas de sous, mais alors comment faire? Il y a chaque année un appel à projet qui est lancé. Oui, en fait, c'est un appel à projet qui existe depuis maintenant 2010, hein, qui permet à toutes les écoles fondamentales et secondaires de pouvoir imaginer et créer un projet d'éducation média grâce à une petite enveloppe de 2 000 euros. Et donc, l'objectif, c'est que avec une thématique qui est donnée, donc ici vous avez quelques exemples de thématiques, l'école puisse imaginer et créer un projet. Vous avez la thématique qui sort chaque année au mois de mars, ici vous avez le petit agenda. Au mois de mai, c'est la date des dépôts, donc vous avez rempli l'appel à projet. Et puis en juin, il y a une sélection qui se fait. Et c'est dès l'année scolaire suivante que vous pouvez du coup concrétiser ce projet. C'est assez important de dire que c'est un appel à projet qui fonctionne bien. Il y a toujours plus ou moins une trentaine de projets qui sont reçus et donc et en secondaire, en fondamental, mais aussi en spécialisé. Donc il y a vraiment une grande créativité et beaucoup d'idées super chouettes qui sont déjà sorties et qui permettent de faire une éducation média avec plusieurs classes et une thématique super actuelle ou en tout Voilà. cas qui est liée aux besoins des élèves. Et donc n'hésitez pas, l'appel à projet, en fait, il est lancé via, enfin les directions reçoivent les informations. Donc vous avez vu hein, ici à gauche de la slide les différentes étapes. Donc ça veut dire qu'en mars va sortir le nouvel appel à projet avec la nouvelle thématique. Demande à vos directions, elles vont recevoir cette information via une note ministérielle. C'est pas une circulaire, mais c'est une note ministérielle qu'elles pourront vous relayer. Claire, je suis désolé, hein, je t'avance un peu parce que franchement, on a pris mais beaucoup de retard sur parce que c'est intéressant tout simplement, mais je voudrais mais aussi parce qu'on nous dit toujours, oui, d'accord, mais les appels à projets, ils ne concernent, on parle d'école numérique que Bruxelles, donc on voulait mettre en avant ici cette opportunité pour les écoles justement de pouvoir financer un de leurs projets en éducation média. Et puis, on voulait mettre aussi en avant, et d'ailleurs, je vais donc te demander de laisser la place quelques instants à Martin Culot, qui nous rejoint parce qu'il va nous parler, lui, d'un autre appel à projet. Après le jeu, appel à projet qui peut être lié à l'éducation média et cette fois donc qui va concerner tout le monde, pas que la région wallonne, qui s'appelle la culture à de la classe. Je sais que alors Martin, on l'a déjà eu l'année passée, il était dans le webinaire de lancement, il fait partie de Média Animation et Média Animation justement accompagne certains projets d'éducation média liés à la culture de la classe. Alors Martin, tu peux nous présenter justement cet appel à projet et donc donner un peu de baume au cœur aux Bruxellois qui se disent mais on n'est jamais concerné par rien. Oui, bien sûr, je peux faire ça. Bonsoir Déjà que Martin.
Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc oui, l'idée ici, je prends plutôt ma casquette de personnes qui organisent des activités au sein des écoles, au sein des classes, puisque dans l'équipe de média animation, nous avons un animateur multimédia. Et en fait, l'idée, c'était de parler de la culture de la classe parce que c'est un appel à projet donc qui s'adresse aux écoles, aux directions, mais qui surtout va mettre du lien avec le secteur artistique, animateur et le secteur socio-culturel. Puisque l'idée de cet appel, c'est de créer des synergies avec des opérateurs externes. Et en fait, je trouve que c'est une question intéressante de déjà se poser en termes d'éducation numérique aux médias. C'est de se dire, mais finalement, est-ce que moi, en tant qu'enseignant, instituteur, je l'apporte tout seul ou est-ce que je fais appel à un opérateur externe? Et en fait, c'est souvent quelque chose qui se passe en se disant, ben, tiens, on va demander à une association, Action Média Jeune, ou à une association qui fait de la production médiatique, de pouvoir venir dans ma classe. Et donc, on va créer une synergie, un projet. Et c'est ça précisément l'esprit de la culture à de la classe, c'est de pouvoir mettre les gens en interaction, que ce soit avec un animateur multimédia, avec un artiste, avec un cinéaste, etc. Et donc, c'est aussi une manière de dire qu'on n'est pas forcément tout seul face à cette éducation numérique. On peut aussi, ici, chercher un petit financement qui va nous permettre de créer une interaction avec d'autres. Et donc, l'idée, c'est que l'appel est structuré autour de différents axes. Donc, l'idée, c'est de mettre en avant la pratique artistique, le plaisir de la lecture, les enjeux citoyens ou la créativité scientifique. Et en fait, très concrètement, lorsqu'il s'agit de passer, de rentrer son projet en tant qu'enseignant ou en tant qu'opérateur culturel, nous on est du côté opérateur culturel et je vous cache pas que c'est souvent nous qui rentrons le dossier pour un petit peu soulager l'enseignant de la charge que ça représente. On doit s'inscrire dans des axes. Alors, ces axes, ils sont définis par le règlement de la culture et de la classe. Et donc, vous voyez que ça ne concerne pas forcément que l'éducation média, parce qu'on va parler de lecture, le développement du plaisir de lire, des aspects relationnels et créatifs du livre, ou alors la question artistique, la pratique de l'expression créative des élèves à la rencontre d'une œuvre. Alors ça, c'est soit effectivement un petit documentaire, un stop motion, ou ce genre de choses, ou la bande dessinée. Et alors, nous, là où à Média Animation, on se fait un malin plaisir d'inscrire l'éducation média, mais pas que, c'est dans le volet citoyenneté. Donc là, je reprends tel quel le descriptif, l'acquisition d'outils de compréhension et de décodage de la société. Or, le numérique et la société, c'est évidemment intrinsèquement liés via divers médias et le développement d'une réflexion critique. Vous voyez que là, on retrouve vraiment des éléments clés au niveau de l'éducation média. Et le quatrième axe sur la science et la créativité. Donc, nous, à Média, on a déjà rentré des projets qui travaillaient à la question de la bande dessinée, et on a parlé de la bande dessinée dans le cadre de la présentation ici, mais surtout, on rentre ça du côté de la citoyenneté en disant, mais finalement, questionner les médias, c'est forcément faire de la citoyenneté, parce que ça joue là-dessus. Et donc, c'est un appel qui vise spécifiquement la région bruxelloise, puisque c'est un appel de la COCOF, pour ceux qui sont familiers avec ce genre d'acronyme, donc la Commission communautaire francophone de Bruxelles. On peut demander un financement qui va jusqu'à 2600 euros par classe. Donc là-dessus, souvent, ce que nous on compte, c'est voilà, c'est un intervenant extérieur qui peut venir mener 2, 3 ateliers avec l'école, l'achat de matériel. Ça va aussi de manière très concrète par une visite de la RTBF qui permet de financer. La fameuse question de comment est-ce qu'on finance le CAR pour éventuellement acheminer les élèves jusque-là si on en a besoin, etc. Et donc, pour moi, c'est vraiment cette opportunité d'une éducation à un partenariat. Et c'est là où la culture de la classe est dans cette idée, ce qui finalement n'est pas forcément tout à fait différente, par exemple, d'une stratégie du type du PK, qui là aussi, parfois, peut jouer sur la production médiatique. Et donc, pour vous montrer un petit peu vers quoi ça mène, en tout cas dans notre cas à Média, typiquement, nous, dans une classe de P6, on produit une chaîne YouTube qui s'appelle La télé de la bibliothèque, donc en région bruxelloise. Et donc, là, on va retrouver des productions. Et donc, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure.
En fait, c'est des mini-capsules, c'est des mini-productions, mais la dimension éducation média, elle est évidemment dans le processus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en faire réfléchir les élèves à c'est quoi un scénario, c'est quoi un storyboard, c'est quoi un petit script, comment est-ce qu'on fait du montage. Et évidemment, les jeunes sont toujours ravis de pouvoir avoir leur petit sketch ou leur film à la fin. Mais voilà, nous, en tant que pédagogues, on insiste fort sur la dimension, quel est le processus, quelles sont les compétences qui ont été acquises entre-temps. Donc voilà. Donc ici, vraiment, c'était l'idée de montrer qu'il existe aussi un financement qui existe de ce côté-là. C'est un appel qui est annuel. Il faut le rendre à la mi-avril. Donc ça veut dire que c'est pour la mi-avril 2026 pour commencer en septembre 2026. Et ça fonctionne comme ça chaque année. Donc, si ça vous intéresse, d'aller voir un petit peu ce qu'il en est, et j'ai presque envie de vous dire, même si c'est dans les axes qui sont sur les sciences, qui sont sur le plaisir de lire et évidemment la citoyenneté, ça peut être intéressant aussi parce que ce type d'appel à projet, ça permet vraiment de créer des synergies par rapport à ça. Voilà. Voilà. Oui, c'est important. Alors, on nous demande, est-ce que c'est typiquement lié à Bruxelles? Oui, on s'était dit une fois, on a tendance avec les autres projets, donc, école numérique ou autres, justement, de mettre Bruxelles hors du coup. Là, ici, avec ce projet-là, c'est Bruxelles qui est concerné et ça nous paraissait, voilà, c'était un peu logique le retour des choses, hein, parce que les pauvres, ils sont très mal lotis, il faut le reconnaître. Merci Martin, en tout cas, Mais Martin Culot, donc de Média avec Animation. plaisir. Voilà. Pour Merci beaucoup. donc cet éclairage et cette découverte donc de la culture et de la classe. J'imagine qu'on peut contacter Média Animation si on veut rentrer un projet du coup lié à l'éducation média. En tout cas, pour un peu défricher le terrain, voir ce qui est possible, Voilà. et tout ça, tout ça. Ouais. Et donc l'adresse, vous l'aurez, sinon c'est m.culot@media-animation.be pour le mail. Merci Martin, on va poursuivre donc la découverte. Alors on va devoir aller un peu plus vite, je le reconnais, sur l'approche continue, mais l'éducation met dans les programmes parce qu'elle est présente. Alors sachez d'abord, et ça c'est important pour le maternel, on a dit qu'on allait vraiment mettre l'accent là-dessus, mais n'oublions pas que, et ces deux phrases qui vont être phrases clés pour cette éducation média, c'est d'abord, ne perdons pas de vue que ce sont les premiers apprentissages que l'on va donner aux élèves, des premiers apprentissages liés aux médias dans un monde médiatique dans lequel ils sont nés et vont évoluer toute leur vie. Et donc, voilà, arrêtons de penser que le numérique ne les concerne pas en maternelle, c'était pas vrai. C'est leur monde, c'est le monde dans lequel ils sont nés, il existe. Et puis, deuxième phrase importante, c'est construire de bonnes habitudes dès le début, donc dès la maternelle, afin qu'elles deviennent des réflexes. Et pour ça, il y a des choses tout à fait simples qui vont se travailler à travers les visées transversales. Alors là, c'est cette slide qui, évidemment, est là pour généraliser, hein. Je vous invite à aller les lire dans le programme qui vous est proposé, juste pour... Et donc très vite, hein, quelques exemples, quand on parle de se connaître soi-même et sourire aux autres, puisque l'approche se veut via les éléments transversaux, mais déjà développer la confiance en soi et donc pouvoir apprendre à se montrer sur les médias quels qu'ils soient, en faisant soi-même les photos, parce que ça c'est important, hein, amener les enfants à produire les contenus eux-mêmes pour pouvoir porter une réflexion dessus. On parle des droits et devoirs, et bien dès le départ, c'est apprendre aux élèves que s'il y a quelques élèves dans la classe qui n'ont pas le droit à l'image et que c'est vous qui faites la photo, ayez conscience que vous ne pouvez pas les montrer et apprenez aussi que une photo dans la réflexion, on va leur montrer les photos qu'on a prises en atelier. Si vous n'avez pas envie de la publier, c'est votre devoir, c'est votre droit plutôt que donc dire non, là ça ne m'intéresse pas. Ça s'appelle le droit à l'image et attribuons-le aux élèves dès le début, c'est son de penser que ils n'ont rien à dire parce qu'ils sont des enfants. C'est apprendre justement aux élèves à respecter toutes ces notions liées aux usages mématiques que déjà leur donner une intention. Alors dans tout ce qui est noté, il y a l'égalité des genres. Alors si on observe certains médias, même avec les enfants, on parlera du fascicule pour les publicités, se rendre compte que non, ça ne va pas. Hein. Certains nous parlent, on parle médias au sens large, hein, pas que numérique, mais
certains prospectus, c'est le bon mot, pour ceux qui vont arriver pour la Saint-Nicolas, certains ont tendance à diviser les jouets pour les filles, pour les garçons. Bah non, on va se rendre compte que c'est pas comme ça et que certains médias ont tendance à stéréotyper. Juste faire l'observation en maternelle, c'est déjà important. Par rapport à sa conscience du temps, de l'espace, c'est se rendre compte que les médias, à travers le temps, je vais vous montrer après une activité, mais évoluent. On est sur apprendre à apprendre dans les visées transversales, c'est la toute dernière, la mobiliser des outils numériques, c'est noté, hein. Donc, dès la maternelle, là je suis bien avec les visées transversales des maternelles, donc n'hésitons pas à utiliser ces outils numériques et à les réfléchir avec eux. Quand on a développé une pensée critique, ça évidemment c'est celle qui va vraiment principalement pouvoir mettre en place l'éducation média dès la maternelle, mais pas que, hein, parce que ces visées transversales, elles traversent l'ensemble des années du tronc commun, mais quand on est, donc je parle de stéréotypes pour le premier, on va sur alors je vais aller un peu plus loin, c'est trouver, traiter, évaluer des sources d'informations, c'est déjà se poser des questions, tiens, est-ce que, on va voir sur Internet, on va essayer de trouver une information pour montrer, illustrer un animal parce qu'on en parle, est-ce que c'est vraiment lui ou pas? Et donc, non, les élèves à se poser des questions, même si on sait pertinemment que c'est celui-là, que les élèves se posent des questions. C'est pas forcément parce qu'on le voit que c'est vrai. Donc, on va les amener à créer des contenus. Si je vais sur développer la créativité, l'esprit d'entreprendre, on a réalisé, vous le voyez, le premier point, réaliser une œuvre, une production médiatique, avec tout ce que ça engendre et toute cette réflexion liée aux 3 dimensions dont on a parlé. C'est pas juste on va produire pour produire, mais avec les élèves de la maternelle, on va se poser des bonnes questions. Et on voit en 3e point, anticiper les conséquences et les effets de sa production. Et donc, les élèves, s'il vous plaît, produisent des contenus, des photos, ils en sont capables, des petits courts de vidéos, ils en sont capables. Et à un moment donné, avant de les publier vous-même, de montrer-les aux élèves, quelle que soit la production que vous allez faire. Et demandez-leur, est-ce qu'on la publie comme ça? C'est juste ça. Est-ce qu'on publie cette production comme ça? Est-ce que ça ne risque pas d'avoir des effets négatifs ou positifs? Enfin, quels sont les effets que ça pourra procurer sur nous ou sur les autres? Et donc, juste ça, chaque fois demander, on va mettre ça sur Internet, est-ce que vous êtes OK? Si déjà là, on est dans cette approche avec le maternel, on est déjà en train de construire leur avenir, leur apprendre à réfléchir pleinement justement les usages des médias. La première notion étant justement d'apprendre, et je pense qu'elle apparaissait là, et c'est apprendre à avoir ce recul, cette résistance à l'immédiateté qui fait partie des visées transversales. Donc, c'est là où on va rencontrer donc l'éducation média. Alors, si on est dans le primaire, sachez-le. Alors, je ne vais pas faire le détail maintenant et les slides, vous les aurez, mais dans le primaire, à partir de la P1, P2, vous avez dans le volume 1, systématiquement, des attendus qui sont liés à justement l'éducation média. Et donc systématiquement, l'idée, c'est que l'on vous propose une discipline dans laquelle on va pouvoir faire de l'éducation média. Et donc l'idée, c'est que quand je rencontre cet attendu de la discipline, eh bien, je vais par exemple pouvoir réaliser ça. Et donc c'est vrai pour toutes les dimensions dans le programme, c'est vrai pour P3, P4, c'est vrai pour P5, P6. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans ces 2 pages pour déjà avoir des pistes. Et donc pourquoi est-ce que c'est vrai en P5, P6 alors que, mine de rien, il y a déjà le volet numérique? C'est parce que ne l'oublions pas, il n'y a pas que les médias numériques qui doivent être réfléchis avec les élèves. Alors sachez aussi que dans nos fiches d'activité, en fait, qui sont proposées sur la salle des profs, vous avez aussi systématiquement, quand c'est possible, des liens avec l'éducation média ou d'autres éléments transversaux. Et chaque fois, l'explication de, tiens, quand est-ce que dans la fiche d'activité, je vais pouvoir m'arrêter pour faire un peu d'éducation média et donc pouvoir conscientiser les élèves à certains ou à certains éléments. Et Claire, mais juste pour préciser, on a le CESEM a été, donc Claire qui va revenir vers nous, hein, Claire Berlage, on a cet outil du CESEM qui est dans la même philosophie en fait, qui a été, alors je dis du CESEM parce que c'est le CESEM qui a été sollicité que pour le rédiger, mais qui est un document officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, tout à fait. C'est vraiment le CESEM qui a pu être l'acteur clé dans cette brochure thématique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
On parle ici d'attendu disciplinaire toujours et de ce qu'on peut en faire en éducation média. Et donc il y a eu vraiment des groupes de travail qui ont été conçus et qui ont pu préparer tout ces belles brochures, ce beau dossier. C'est pour dire qu'en fait, et c'est la même approche en fait, hein. On a les approches disciplinaires pour chaque année, et donc à partir de la discipline, voici les leviers, les points d'ancrage que pour faire de l'éducation média. Donc c'est une brochure officielle en plus, hein. Donc c'est important de le préciser pour dire que non, quand on parle d'éducation média à travers l'ensemble des années du tronc commun, c'est pas une lubie. Même, et c'était l'avis numéro 3 du tronc commun à son époque quand c'était en mise en place. Cette éducation média, elle a son importance et donc elle est contextualisée à travers ce document. N'hésitez pas, si vous voulez le voir, à le télécharger. Vous avez le lien sur le Digipad, quoi qu'il arrive. Alors, des questions, je ne sais pas s'il y en a ou pas, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de questions à laquelle on a déjà pas mal répondu, que ce soit dans les échanges, soit dans la conversation, ou même, je sais que certains m'ont dit qu'on les avait contactés en aparté, donc ça va nous permettre d'avancer un peu plus par rapport à là. Là maintenant, la formation numérique. Alors là, je vais prendre le relais très vite pour reste avec moi, Claire, parce qu'on va. Oh, tu es parti, mais c'est pas grave. Juste pour préciser que, alors, déjà, puisqu'on est quand même dans l'idée de sans stress, les élèves en savent plus que moi. La question, c'est vraiment, parce que c'est souvent ça qui revient. Moi, je suis incapable de donner le volet numérique. Parce que j'en connais rien, je connais pas une broutille sur ces usages. Les élèves, ils n'arrêtent pas de publier, donc honnêtement, moi, qu'est-ce que je fasse? En fait, l'idée, c'est pas ça du tout, parce que tu l'as dit, hein, Claire, l'approche, que ce soit en éducation média, elle n'est pas que sur le technique. Et donc, là où les élèves en savent certainement plus que moi en tant que prof, parce que c'est certain, hein, il y en a qui savent plus, il y en a qui publient déjà sur des réseaux sociaux, ne devraient pas y être, mais ils y sont quand même en primaire. Donc techniquement, ils le savent mieux. Mais faisons-en une force. Techniquement, j'ai bien dit techniquement, parce que pour le reste, parce que tu seras d'accord avec moi, mais dans la dimension informationnelle, dans toute cette réflexion qu'il y a en amont sur ces médias, là, on a beaucoup plus à leur apporter que eux, hein. En tout cas, ce qui est très important, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est de le mieux possible essayer de s'intéresser aux usages, de pouvoir essayer de comprendre ensemble sur voilà tel et tel usage médiatique et pour par la suite après discuter, réfléchir comme tu l'as dit Marc et de pouvoir après donc aussi poser un cadre. Alors c'est autant évidemment pour les parents, mais aussi pour le monde scolaire. C'est important de pouvoir ne pas avoir une position trop jugeante par rapport aux usages de ces élèves, mais essayer vraiment de pouvoir faire famille avec les médias, si je peux dire, c'est-à-dire se dire, bah voilà, c'est une opportunité, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble avec les élèves, sur quoi on peut réfléchir pour que, bah, du coup, le regard soit différent par la suite. Voilà, on va juste, vous l'avez vu, parce qu'il était important de le dire, donc rien avant la P2, pas la P3, pardon, point d'interrogation, c'était une des slides que j'ai affichées il y a quelques instants. Si évidemment, vous l'avez vu, il y a plein de choses à mettre en place avant la P3, juste la différence, c'est que je ne devrais pas l'évaluer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc l'idée pour le volet numérique était de dire, ben, on va d'abord laisser les compétences de base qui sont le lire, l'écrire, etc., hein, se mettre en place en P1, P2, avant de commencer à évaluer des choses en P3, P4. Alors, juste rapidement dire que, et c'est important de le savoir, mais ne cherchons pas à aller trop loin dans ce qu'on veut faire avec les élèves. Il y a des attendus qui sont fixés, et donc que ce soit pour la création de contenu, que ce soit pour tout un tas de choses, cette progression elle est bien établie. Restons-en à ce qu'on nous demande. Et par exemple, je vais juste reprendre la slide qui est là, j'espère pouvoir m'y retrouver avec mon écran. Mais si on est sur alors je vais zapper celle-là, hein, mais ce sera dans vos slides, mais le questionnement de la fiabilité, on ne demande pas à un élève, vous voyez en C8, on ne demande pas à un élève de pouvoir dire si c'est vrai ou c'est faux. C'est pas la question. Mais l'éducation média numérique,
elle est d'abord d'apprendre à se questionner. Et donc, si déjà ils peuvent apprendre à se questionner sur la fiabilité contextuelle d'une source, c'est extrêmement important. Et c'est ça qu'on va viser. Et c'est là où on va pouvoir les amener à des réflexions, pas voilà, sur des aspects techniques proprement dit. Juste pour préciser, c'est qu'on parlait, il y avait déjà dans le document CESEN que tu as présenté tout à l'heure, mais sachez que pour la salle des profs, on est aussi en train de, parce qu'on est déjà proactif, et donc forcément les médias évoluent. Et on l'a dit, l'IA apparaît. Eh bien, sachez que d'ici le courant du mois vont apparaître et il y aura toute une série de fiches d'activités liées à l'intelligence artificielle. Dès la P4, on demande à rechercher une information sur Internet. On sait que les gens utilisent principalement l'IA aujourd'hui pour une recherche d'information. Et donc, l'attendu est de réfléchir les outils liés à la recherche d'information, pas les moteurs de recherche. Et donc, il y aura d'entrée de jeu des fiches qui vont apparaître très prochainement sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est besoin d'une information. Et ça, à destination des P4, puisque l'idée est de pouvoir évaluer la fiabilité contextuelle d'une source, le contexte étant soit le moteur de recherche, soit l'intelligence artificielle. Je vais assez vite, je suis désolé dans ce que je dis là, mais parce que d'abord vous dire que c'est important de pouvoir créer des contenus, quelle que soit l'année. On va amener les élèves, et quel que soit l'attendu, il y a plein d'attendus qui sont liés, amener les élèves à produire, parce qu'on n'apprend jamais aussi bien les choses que quand on les produit réellement. Et donc le droit à l'image, plutôt que de l'aborder de notions théoriques, c'est parce qu'on a produit des contenus et qu'on a des photos qui ont été réalisées ou des vidéos qui ont été réalisées de personnes qu'on va se poser à un moment donné la question, c'est est-ce que je les publie ou pas? Mais du coup, le maître mot, ça doit être est-ce que c'est moi qui dois faire les productions ou les élèves? Ben non, c'est les élèves évidemment, c'est eux qui sont en train d'apprendre, pas moi en tant qu'enseignant. Et donc le lâcher prise, ça doit être un essentiel. Et bon, des outils pour vous faciliter la vie, il y a pour ça, et tu vas découvrir Claire qu'au niveau de notre réseau, toi tu es multi-réseau forcément dans ton descriptif, mais on a mis pas mal de choses en place et pour ça, Stéphane, je te donne le temps de parole, un peu écourté, je l'avoue, j'en suis désolé. Combien de temps? Parce que tu m'avais dit que j'avais 1 heure et demie. Et Oui, apparemment. en fait, j'avais prévu un quart d'heure à une demi-heure, mais on est loin de ça. Ok, Tu as 10 minutes ok, ça va. pour nous Ok. présenter vraiment ce que le CEGEC, ce que la CDP, puisqu'on l'appelle comme ça ici, donc au niveau donc de l'enseignement fondamental, propose comme outil au service donc, de la mise en place de cette formation au numérique et pas que d'ailleurs. On t'écoute. Ok. Est-ce que tu vois mon écran? Alors pour l'instant, tu ne partages pas encore. Ah oui, attends, si je vois pourquoi tu n'as pas activé. Attends, oui, c'est juste une petite manœuvre Ok, technique. c'est bon. Voilà, c'est fait. Ok. Donc moi j'ai 10 minutes pour vous présenter un outil qu'on a déjà présenté mais qui cette année est complet puisque chaque année on faisait une classe différente en fonction de l'implémentation des classes qui se faisaient dans l'ordre. Et donc pour revenir sur cet outil qui a eu quand même pas mal de succès mais qui est parfois méconnu parce qu'il n'est pas si facile que ça à trouver sur la salle des profs. Et donc du coup ici l'idée c'est vraiment de vous le présenter brièvement et après de vous remontrer le chemin sur le site de la salle des profs. Donc c'est un outil que nous avons élaboré tous ensemble, tous les CTP des différents diocèses. Et à l'époque, notre intention était vraiment de rassurer les enseignants. Comme Marc l'a dit tantôt, parfois ils avaient l'impression qu'ils avaient moins de compétences que leurs élèves. Et donc on a voulu un parcours qui soit vraiment autoportant et ludique. Et donc on pouvait très bien le faire à domicile ou en concertation, etc., etc. Et donc ici, je vais vous le présenter. Alors vous voyez qu'on a les 3 parcours sur la même page parce qu'on s'est aussi rendu compte que déjà ça serait plus facile. Et qu'on avait aussi pas mal de référents ou de profs qui pouvaient parfois donner le cours de numérique un peu dans toutes les classes. Et donc, du coup, on voulait vraiment faciliter la chose en regroupant. Mais le processus est vraiment le même pour les 3 parcours. Donc, moi, je vais vous montrer celui de P3, P4. Donc, le processus. Alors, à chaque fois, on va découvrir la compétence et les différents attendus par rapport à une vidéo explicative. Parfois, des fois avec des commentaires de notre part, ça dépend un peu la valeur de la compétence et ses difficultés à la comprendre ou pas. Ensuite, par rapport à chaque compétence, on va avoir un exercice. Et donc, pour chaque exercice fini, on aura un code.
Et c'est un peu une forme un peu ludique, c'est-à-dire que par exemple pour le parcours de P3, P4, on a 5 compétences et donc on aura 5 codes. Et à la fin, je vais vous le montrer tout de suite, quand on a additionné les 5 codes, alors du coup on a le droit à un petit cadeau, un petit bonus qui est un Start Me avec tous les différents outils ou des liens ou des sites internet ou des applications qu'on peut utiliser selon les différentes compétences. Et donc ça, c'est vraiment quand on a fini entièrement le parcours. Pareil que pour le Geniali qu'on a fait ici pour cet outil, le Start Me, on a aussi regroupé toutes les compétences, dans l'idée de pas non plus avoir 3 murs avec tous les liens. Et donc du coup, ce sont toutes les compétences qui vont vraiment de la P3 à la P6. Donc, si je reviens sur le parcours, comme ça, voilà, je passe. Donc ici, en l'occurrence, en P3, P4, on a 5 compétences. Et donc si moi je pars vers la C9, donc ici, je n'ai pas le temps de vous montrer la vidéo, mais du coup vous pourrez aller vous-même, j'ai la vidéo explicative. Ici, j'ai les exercices. Et donc ici, vous voyez qu'on a 2 exercices. Alors quand il y en a 2, ça veut dire qu'au premier exercice, on va obtenir la moitié du code. Et quand on va faire le deuxième exercice, on aura les 2 chiffres restants. Je vais quand même vous montrer le premier exercice. Donc, déplace chaque fichier dans le bon dossier. En l'occurrence ici, donc c'est un peu agencer son bureau et se rendre compte en fait des différents classements, dossiers, sous-dossiers, etc. et fichiers. Et donc ici, par exemple, j'ai photo de classe et donc je me dis, bah tiens, photo de classe, c'est dans images, chanson, ça sera dans audio, donc texte, document, exercice, document, un spectacle, ça sera plus une vidéo, un film de Noël, une vidéo, les bulletins, document, une musique, un audio, et alors le logo de l'école plus une image. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur vérification. Et là, heureusement pour moi, j'obtiens la moitié du code. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 exercices. Donc, ce qui est important, c'est que dans ce parcours, on n'est pas obligé de faire tout d'une traite. On peut faire quand on a vraiment le temps. Mais par contre, ce qui est nécessaire, c'est de vraiment écrire le code au fur et à mesure que vous allez vraiment avancer dans cet outil. Et donc ici, à chaque fois, pour revenir en arrière, je vais simplement aller sur la petite maison qui me fait revenir à la page d'avant. Alors ici, dans le cas du parcours P3, P4, vous voyez qu'avant de commencer, par exemple ici la compétence C9, on a une durée un peu approximative du temps que ça va prendre. Alors après, tout dépend aussi si vous faites la vidéo, hein, peut-être que si vous vous sentez à l'aise face à cet attendu, peut-être que vous allez passer directement aux exercices. Alors, le petit bonus qu'on a fait, parce qu'ici, c'était vraiment, comme je l'ai dit tantôt, l'intention était vraiment pour les enseignants, hein, pour un peu rassurer, mais l'idée, c'était pas de donner ces outils tels quels aux enfants. Mais parfois, c'est vrai que quand on va dans les classes, on se rend compte quand même que il y a certaines vidéos qui sont assez claires et donc qui peuvent être directement visionnées par les enfants. Et en l'occurrence, ici, l'exercice, on l'avait pas, c'était pas forcément pour les élèves, mais ça nous est déjà arrivé aussi de pouvoir le voir en classe. Mais ce ne sera pas forcément le cas pour tout. Par contre, pour les élèves, ce qu'on avait fait, c'est que donc on avait ce parcours apprenant et on avait fait une sorte d'annexe avec des fiches d'activité. Donc vous voyez ici, c'est la suite du parcours. Et là alors, ce sont vraiment des activités qu'on a été testées en classe. Et donc quand je dis on, c'est même pas nous parce que l'intérêt c'était que ce ne soit pas des CTP qui le testent, hein, mais que ce soit vraiment des enseignants en lambda. Donc ce n'était pas forcément non plus des référents numériques. Et donc l'idée c'était de leur donner la préparation sans trop d'explications, parce que là aussi on ne sera pas forcément à côté de vous, et de pouvoir tester cette activité en classe. Alors nous on était quand même au fond pour pouvoir observer un peu ce qui se passait. Et après, suite aux observations et suite aux commentaires des différents enseignants, alors on a réajusté les prépas que je vais pouvoir vous montrer. Alors la plupart du temps, évidemment, l'idée c'était pas de vendre du rêve et donc du coup c'était l'idée que ça ne demandait pas un matériel de dingue, hein, et que c'était vraiment très accessible. Et on a essayé aussi que ce soit possible de, par exemple, travailler du numérique sans numérique, c'est-à-dire en faisant vraiment des activités débranchées, pour que ce soit vraiment à la portée de tous, en fonction du matériel que vous avez dans vos classes. Et donc ici, vous avez quelques photos de l'activité, c'est toujours un peu la même structure. Et donc, vous voyez que, par exemple, l'idée, c'était aussi d'avoir une image mentale, de se dire, tiens, j'ai d'abord un dossier avec des sous-dossiers et qui m'amène à des fichiers. Donc là, c'est ce que vous voyez, où il fallait un peu reclasser les différentes images. En l'occurrence, là, vous voyez qu'on avait pu reprendre tel quel l'exercice qui était à la base pour les enseignants. Et là, alors, l'idée, c'était vraiment de faire appel un peu au contexte de la classe et de se dire, tiens, cette structure avec des dossiers, des sous-dossiers, où est-ce qu'on peut la retrouver dans notre environnement?
Et en l'occurrence, on a nos fardes avec français, parler, lire, etc. Et donc, on a vraiment pu faire le rapprochement par rapport à ça pour à la fin leur faire comprendre que tiens, c'était exactement la même structure avec d'abord le disque dur et les sous-dossiers. On a aussi, autre image mentale, hein, on a plié une feuille A3 en deux, qui était un peu le dossier de base. Et puis après, on a plié une feuille en deux, une feuille A4, qui était le sous-dossier. Et à la fin, alors, on a les différentes images, des images que vous voyez qui représentent un peu les fichiers. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est que après, quand vous cliquez sur la salle des profs, j'ai déjà ouvert pour gagner un peu de temps. Vous allez tomber alors du coup sur vraiment les fiches détaillées, avec toute la préparation est vraiment toute faite. Vous allez aussi avoir une interview de l'enseignant qui a réalisé l'activité, où il peut un peu dire son ressenti et l'intérêt qu'il a vu, et un peu aussi, c'est important, la motivation des élèves à le faire. Et donc ici, quand vous cliquez sur découvrir la fiche détaillée, vous allez tomber sur l'extranet, et alors vous allez faire télécharger le document. Et donc le document, je vous le montre tout de suite. Alors parfois la prépa peut être très longue. Pourquoi? Parce que on n'avait pas cette contrainte de devoir imprimer, et donc on a essayé d'être le plus clair possible. Et aussi parce que des fois une prépa, ça comporte plusieurs séances. En l'occurrence ici, il y en avait 4. Et donc ici, vous avez vraiment toute la prépa est toute faite avec les visées transversales, les liens qu'on peut faire avec les différentes disciplines. Et alors, surtout l'intérêt, c'est vous allez avoir à la fin toutes les annexes en couleur. Je vois qu'il y a un petit décalage, donc vous allez peut-être le voir après. Voilà. Vous allez avoir tous les fichiers. Là, en l'occurrence, c'était les fichiers qu'on avait dans la feuille A4 pliée en deux. Et donc, il n'y a plus qu'à imprimer et alors tester. Voilà. Alors, l'idée ici, c'est aussi de vous montrer le chemin, qui n'est pas si facile. Par contre, je vais quand même vous remontrer. Donc ici, quand on a fini les codes, je n'ai pas montré tantôt, je viens ici et alors j'effectue, j'ai une petite calculette avec les 5 codes additionnés. Et là, alors, oui, il y a un petit décalage, je le vois à chaque fois. Donc vous allez, voilà. C'est le temps qu'on calcule en fait. Mais non, on n'a pas eu le temps de faire tout, c'est bête. Mais donc voilà. le code, ouais. Voilà. Et donc ici, vous allez additionner les 5 codes et alors vous allez tomber sur le fameux StartMe que je vous ai montré il y a 2 minutes avec les différents liens. Le StartMe qui va se compléter au fur et à mesure en plus. Donc Oui. Il est loin d'être arrêté ce StartMe. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on met à jour régulièrement. Alors parce que nous, on est aussi en recherche permanente, mais aussi parce qu'on a pas mal de retours d'enseignants, de référents numériques qui aussi nous partagent des liens. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, c'est vraiment un fonctionnement dans les deux sens. Alors, et donc tu disais le chemin. Oui, le chemin pour trouver donc ce parcours. Donc je vais aller ici pour le prof. Je vais faire ressources pédagogiques et méthodologiques. Voilà. Et donc, si je vois qu'il y a toujours un décalage, vu que c'est pas dans une présentation qui est en direct. Voilà. Et ici, je vais aller dans formation manuelle et technique et technologique. Et donc là, alors. Ça va apparaître. Ça n'apparaît pas encore chez nous, mais. Ok. Mais c'est pas grave. Mais je propose que. Et là, alors, du coup. Ouais. Voilà. Je descends. Voilà, c'est bon là, je pense. Oui. Je descends. Et alors, du coup, vous allez tomber sur le parcours, sur le parcours numérique, en fait. Alors, si je peux me permettre, parce que ça c'est nouveau sur le site, vous voyez tout à fait à droite, là, il y a entrée par les disciplines. Et si vous allez sur entrée par les disciplines, vous allez aussi sur formation manuelle, technique, technologique et numérique, le volet numérique. Et là, vous avez toutes les informations liées à numérique qui sont toutes référencées sur une même page. Ça, c'est assez pratique sur le site. Et alors, un autre outil qui peut être intéressant ici, vous voyez, j'ai outils de planification. Et donc ici, je l'avais déjà ouvert, puisque c'est un fichier Word, et vous l'avez aussi en PDF. Et là, alors, vous avez une planification. Donc, en l'occurrence, là, j'ai ouvert celui de P3, P4. Et donc, du coup, vous avez ici tous les attendus. Et alors, l'idée, c'est un peu de voir si vous les travaillez, hein, si vous ne travaillez pas toujours les mêmes, et d'avoir vraiment une vision globale, et donc de mettre ici les différentes dates auxquelles vous avez travaillé pour voir si vous touchez un peu à tout.
Oui, un outil très intéressant donc dans les planifications pour justement planifier votre année sur mais pas que numérique, hein, tout ça pour vous dire que sur la salle des profs, et on va conclure là, Stéphane, parce qu'il est grand Oui. temps, tout ça pour vous dire que sur la salle des profs, il y a plein d'outils qui sont en train de se mettre en place, des outils de fiche d'activité, des outils de planification ou autres liés au numérique. Et donc, franchement, allez jeter un coup d'œil régulièrement hein, sur ce site. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont en production là pour l'instant, tant par les conseillers technopédagogiques avec des micro-activités réalisées sur chaque compétence ou autre. Donc voilà, salle-des-prof.be. Désolé de te presser, hein, Stéphane, dans Non, la pas de souci. présentation, mais j'avoue que je suis responsable parce que c'est moi qui gère le temps et qui ai pris un peu de retard. Mais je voudrais que Claire, quand même, avant la fin, revienne vers nous pour nous présenter parce qu'on parle d'outils ici sur la salle des profs qui sont en train de se créer, mais Action Média Jeune, c'est un autre volet. On va encore prendre 5 minutes. Hein. Donc, dans 5 minutes, c'est promis. Pour ceux qui nous regardent, on a fini. Je vous le promets. Mais avant ça, ton autre casquette, c'est responsable de Action Média Jeune. Tu peux nous présenter un peu les outils proposés par Action Média Jeune, justement, au service de cette éducation aux médias, qu'ils soient numériques ou pas? Oui, donc du coup, Action Média Jeune, c'est une organisation de jeunesse d'éducation aux médias et donc qui vient, qui a comme public aussi le public scolaire et donc un public de 5 à 30 ans. Et donc concrètement, dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, on est une équipe de 12 personnes et on a plusieurs missions, c'est-à-dire accompagner les jeunes dans leur découverte de médias, conscientiser les jeunes aux opportunités mais aussi aux limites des médias et à les aider à réfléchir, hein, comme on dit toujours, et à développer cette réflexion critique face aux médias. Et donc, Action Média Jeunes propose plein d'activités. On a un site internet, vous pouvez aller le découvrir, tout un catalogue qui concerne tous les âges, donc de 5 à 8 ans pour commencer, jusque après 30 ans, mais ici 17-18 ans précisément pour rester dans l'école. Donc c'est tous les âges, mais aussi toutes les thématiques d'éducation média en fonction de toutes les évolutions. On adapte tous nos ateliers. Et donc concrètement, vous nous contactez. Vous allez voir le catalogue, vous voulez voir un petit peu quels médias vous voulez bosser avec les jeunes. Et, euh, et on propose aussi des projets à court, moyen ou long terme, en fonction des besoins des jeunes. Donc voilà, il existe des opérateurs, mais pas que Action Média Jeunes, qui proposent plein d'ateliers créatifs ou réflexifs autour de l'éducation média. Voilà, ici l'idée c'est que c'est payant donc dans les interventions, mais sachez quand même c'est que et ça tu vas me le confirmer, Action Média Jeune a justement l'idée de participer dans des appels à projets, de collaborer dans des appels à projets, que ce soit celui du CD dont on a parlé, que ce soit celui donc justement pour Bruxelles spécifiquement ou autre. Mais en tout cas, il y a moyen de vous accompagner même dans le financement des interventions que vous allez faire. Donc n'hésitez pas quoi. Oui, et puis alors comme on est subventionné en partie, voilà, ça reste, on essaye le mieux possible de rester accessible aux structures scolaires. Donc on a vraiment des petits modules parfois qui sont déjà une belle sensibilisation à l'éducation média qui sont proposés. On ne doit pas forcément être sur un projet hyper dense et complet de une année. Voilà, il y a vraiment différents degrés en fonction de vos besoins. Oui, il y a de très belles animations. Enfin, ça, je dis ça parce que j'ai pu assister à certaines, mais franchement, si on veut lancer la dynamique avec les élèves, la réflexion avec les élèves, vous avez des modules clés en main qui sont vraiment bien pensés par des gens de terrain, en fait. Oui, des Voilà. gens de terrain et alors aussi en fonction vraiment encore une fois des usages de jeunes, on essaye sans cesse d'actualiser tous les ateliers parce que comme on le disait, ça évolue sans cesse, donc c'est passionnant. Mais il y a une certaine voilà un grand intérêt à avoir et donc du coup plein de thématiques qui peuvent éclore d'année en année quoi. Voilà, donc sinon c'est actionmediajeune.be pour le site, avec média avec S et jeune avec S. Vous avez le QR code que vous pourrez reflasher puisqu'il y aura le replay dans quelques instants. Et c'est là où je vais te remercier, Claire, pour ton intervention.
j'ai l'impression de faire très vite, mais c'est vrai que on a pris un peu de retard. En tout cas, c'était très intéressant. Je sais que les échos qu'on a reçus en dehors, parce que tout le monde ne s'exprime pas sur la conversation, mais c'est marrant, mais il y en a plein qui le font en heure, ont adoré voilà, la présentation et ont pris plein de d'informations. Donc merci Claire en tout cas pour cette intervention. Si on veut te contacter, donc c'est Claire Berlage, claire.berlage en tout cas pour ce qui est de Action Média Jeunes, acmj.be, voilà. Et pour le reste, on relaiera l'information évidemment. Merci Claire pour. Merci à tout le monde. Et donc, juste pour vous préciser que, évidemment, on est au premier d'un des 6 volets de notre webinaire, mais ça, Jean vous l'a expliqué tout à l'heure avec Mike, donc on n'y reviendra pas, mais n'oubliez pas de vous inscrire déjà pour les futurs webinaires, surtout que celui de Canva, vous êtes déjà plus de 400 inscrits, hein, donc ça va aller vite. Donc, si vous voulez, donc il y a évidemment le QR code que vous allez recevoir via l'information, enfin via le slide qui est là. Sinon, tout sera mis sur la salle des profs. Donc voilà, le lien sera très prochainement mis en accès sur la page accueil dans la une. N'oubliez pas non plus notre communauté de partage numérique, donc sur Facebook, communauté qui est maintenant accessible à l'ensemble des participants, que ce soit des référents numériques, ça c'était à la base, mais aussi de tous les enseignants quels qu'ils soient. Donc n'hésitez pas à partager votre bonne pratique sur cet espace qui est le vôtre. Et puis, oui, parce qu'on m'a demandé de le faire, n'oubliez pas que là maintenant, vous allez donc devoir évaluer, c'est important pour nous, hein, donc sur le Digipad, et là vous avez le lien d'ailleurs qui vient d'apparaître dans la conversation, il y a donc l'évaluation de ce webinaire. Prenez le temps, ça va pas longtemps, mais on en a vraiment besoin. Donc évaluation, ou si vous n'avez pas le temps maintenant, je dis le lien sera sur le Digipad, et donc le Digipad évidemment. Vous êtes disponible avec tous les liens dont on a mentionné et tous ceux dont on mentionnera sur l'ensemble des webinaires. Je peux vous garantir que c'est un marathon, c'est un exercice difficile parce que c'est un nouvel outil qu'on a testé aujourd'hui. Je pense que dans l'ensemble, on s'en est pas mal tiré. En tout cas, un grand merci d'avoir été présent. Et donc, rendez-vous pour notre prochain webinaire. Ce sera en décembre. Au revoir tout le monde.